Je représente une association d'usagers du vélo à Saint-Étienne, et Saint-Étienne est une ville où le vélo se développe lentement, beaucoup plus lentement qu'à Lyon, et on voulait savoir pourquoi. Et on voulait avoir des éléments tangibles et variés, étayés, etc. Voilà. Alors le cheminement de la question jusqu'à la boutique des sciences, exactement, je ne le connais pas trop. Je pense qu'à un moment donné, les associations lyonnaises ont posé la question, enfin ont transmis notre demande, et c'est passé par le biais des associations lyonnaises, donc Pignon sur Rue et la Ville à Vélo, et qui ont fait le lien avec notre association. Et puis on a sauté sur la possibilité d'avoir un stagiaire pour développer le sujet. Voilà. Qu'est-ce que vous en attendiez justement de ce stagiaire? Alors on attendait qu'il serve de catalyseur auprès de... étant extérieur aux collectivités locales à Saint-Étienne et à l'association, c'est quelqu'un qui avait une sorte de neutralité, qui pouvait rencontrer tout le monde. On avait parfois des conflits avec les collectivités sur des points précis, des aménagements cyclables, etc. Donc c'est quelqu'un qui a permis de passer outre toutes ces difficultés de dialogue. Donc il a apporté une grande légitimité à l'association. Un travail historique, il a permis de resituer, de faire l'historique de la politique cyclable à Saint-Étienne. Ça a permis de définir un petit peu mieux notre position d'association et notre travail. Voilà, et puis il a fait un travail sociologique, une enquête, qui est très utile parce qu'il a compris le ressenti des cyclistes et des non-cyclistes. Et voilà, donc on a étayé tous les arguments à la fois rationnels et irrationnels qui expliquent la lenteur du développement du vélo en ville à Saint-Étienne. On a organisé en avril l'Assemblée Générale de la FUB. Alors pour les gens qui connaissent, la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est la tête de réseau de toutes les associations d'usagers du vélo en ville. Et on a organisé l'Assemblée Générale à Saint-Étienne. C'était pour montrer un peu nos forces à Saint-Étienne auprès des collectivités. Ça correspond au début de mandat de la nouvelle municipalité à Saint-Étienne. Et donc Pierre Chanel, l'étudiant, a présenté les résultats de son travail en public lors d'une conférence avec des élus, avec les représentants d'associations. Et ça a permis d'un dialogue riche, profond, parfois conflictuel, mais constructif, et vraiment profond. On a parlé de plein de sujets, et ça a ouvert les portes des collectivités pour l'association. Et les collectivités, le fait que ça soit un étudiant, l'ont bien accueilli? Oui, alors c'est quelqu'un qui avait du recul quand même, un étudiant qui avait une formation qui est ingénieur génie civil, qui a très bien trouvé sa place. Il était ni trop engagé dans l'association, ni trop neutre non plus. Il a compris très vite les enjeux et la place qu'il devait avoir. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'est tout l'enjeu, on a pu l'observer avec l'équipe de la Boutique des Sciences, c'est d'être dans le monde associatif. Donc pour l'étudiant, c'est quand même très riche. Enfin, où là, il découvre aussi le fonctionnement d'une association, mais également les jeux d'acteurs et éventuellement l'instrumentalisation qu'il peut y avoir aussi. Et en même temps, une espèce de mise à distance régulière grâce aux chargés de projet de la Boutique des Sciences, du comité scientifique, où nous, on l'accompagne aussi en disant, voilà, tu n'es pas là pour être au service d'un propos de l'association, mais tu es là pour faire un travail de recherche qui demande une forme d'objectivité. Mais c'est toute la difficulté, on a pu le voir avec certains étudiants qui étaient à l'inverse trop dans la structure et trop dans les problèmes de l'association en question et qui avaient du mal à faire un travail de recherche de qualité. Donc tout ce jeu est être dedans et en même temps avoir une espèce de distance. La Guillotière, c'est 25 000 habitants sur notre périmètre de conseil de quartier et 47 000 habitants si on prend nos voisins du conseil de quartier de Jean Massé. 47 000 habitants en centre-ville et
les universités présentes sur place et 12 000 étudiants qui habitent en fait. Et donc on se rendait compte qu'il y avait une augmentation de la population étudiante, mais jusque maintenant on les négligeait. Ils sont absents le week-end, ils sont absents pendant les vacances, ils étaient un petit peu invisibles. On avait tendance à ne pas s'en préoccuper. Finalement, il y a une prise de conscience et on s'est posé la question, comment développer nos relations avec ce milieu étudiant qui ne participe pas du tout ou très peu à la vie des conseils de quartier. Alors on s'est préoccupé des questions d'habitat, comment ils sont logés dans les résidences, la colocation et les petits studios qui sont développés dans le quartier. Et à ce moment-là, la ville nous a fait part de l'information de l'existence de cette boutique des sciences. Et nous avons sauté sur l'occasion. Et aussitôt, l'idée a émergé de poser la question à la boutique des sciences, quel est l'impact économique, social et culturel de l'université et de la vie étudiante sur le quartier de la Guillotière. Notre idée, c'était de comprendre ce qui se passait. En fait, on avait une évolution qui se passait sous nos yeux, on ne se rendait pas bien compte de ces implications. Et par contre, ça générait au sein des membres du conseil de quartier pas mal d'inquiétudes. Inquiétudes par rapport au logement, inquiétudes par rapport à la vie économique, inquiétudes par rapport à l'environnement. Le bruit des étudiants la nuit, c'est bien connu. Ça faisait partie aussi des préoccupations. Alors, 2 étudiantes ont été affectées en stage donc avec nous, Julie et Mathilde, en master 2 de psychologie sociale et en master 1 d'urbanisme. Et elles ont été présentées à l'Assemblée générale de notre conseil de quartier le 24 février, où il y avait une centaine de personnes. En fait, elles ont été les stars de la soirée. Et alors, on a lancé cette démarche le 24 février. Et un comité de suivi a été mis en place avec 7-8 personnes qui ont, aux différentes étapes du cheminement, eu des réunions avec les étudiantes. Et on a travaillé un peu de concert. On a eu notre propre contribution au travail de ces 2 étudiantes, essentiellement en termes de transmission de données, parce qu'on avait quand même commencé à travailler un petit peu la question. Donc on a facilité le débroussaillage un peu, je dirais, statistique des données sur l'évolution de la place des étudiants dans le quartier. Et on a participé à la recherche des contacts pour les lieux d'enquête, que ce soit dans les immeubles où habitaient des étudiants, ou que ce soit auprès des professionnels de l'immobilier, ou des choses comme ça. Ce travail s'est déroulé jusqu'en juillet, et en septembre, on a eu une restitution qui a été faite devant le conseil de quartier, et une deuxième restitution en mairie du 7e arrondissement, avec des élus et des représentants d'autres conseils de quartier. Voilà un peu le cheminement tel qu'il s'est développé. Après, il y a quels enseignements on en tire et quelles sont les suites que l'on peut imaginer. Ce qui nous a paru le plus important dans ce travail, c'était notre relation avec les étudiantes. Je disais qu'on était peu en contact avec les étudiants qui étaient sur notre quartier, et là, ça nous a obligés à les accompagner, à travailler avec elles sur des questions importantes. Et donc ça, c'était important, et on les a vus évoluer. En particulier, Mathilde, qui est en Master 1, on l'a vu évoluer très, très fortement sur ces 6 mois, en fait, et jusqu'à la fin du stage. Donc ça, pour nous, c'était intéressant. Et je pense que pour elle, ça a été utile. Elle avait l'air assez satisfaite. Alors, sur le contenu, on a eu des confirmations, tout un tas d'idées d'inquiétudes, d'idées qui étaient exprimées, qui se sont trouvées confirmées. Par contre, il y a un apport important dans cette contribution. C'était la prise de conscience que les jeunes, ça va bien au-delà des étudiants. On avait tendance à se focaliser sur les étudiants, mais en réalité, c'est un quartier qui est en train de se transformer, de se rajeunir, aussi avec des jeunes actifs et des jeunes ménages. Il y a un développement du nombre d'enfants dans le quartier. On a des besoins de petits enfants, des besoins d'école liés à ce rajeunissement très fort du quartier. Et ça, c'était bien ressorti dans leurs approches. En termes d'économique, en termes d'activité commerciale et d'activité également, les observations qui peuvent être faites ont donné des pistes de travail. Et le conseil de quartier est en train de rebondir et de développer, justement, suite à ce travail, a mis en place un atelier, par exemple, sur les métiers d'art et les créatifs qui se sont implantés
dans le quartier ces dernières années, voir concrètement quelles sont leurs situations et quelles sont leurs perspectives de développement. Voilà. Alors, il y a 2 termes qui sont bien apparus dans les conclusions à la synthèse des 2 étudiantes. C'est le terme de studentification et gentrification, donc affaire à suivre sur ce plan-là. Comment vous auriez pu avoir une forme de réponse s'il n'y avait pas eu cette occasion-là de stage par la Boutique des Sciences? Alors, dans un conseil de quartier, on a une majorité de retraités, moitié de retraités, moitié d'actifs. Dans les retraités, il y a des gens qui ont fait des études, donc qui peuvent permettre aussi quelques investigations. Dans les actifs aussi. Et on était déjà quelques approches un petit peu à ce niveau-là. Par contre, on n'avait pas la capacité de se mobiliser véritablement sur ce sujet. Donc ça a été un fait catalyseur, je dirais, qui a permis véritablement de se concentrer sur ce sujet pendant 6 mois. Et aujourd'hui, on repart sur des nouvelles bases, quoi. C'est plutôt ce sentiment-là. Côté catalyseur, Oui. comme vous dites, quelqu'un qui vous donne vraiment un coup de main. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, on est dans la co-construction parce que vous les accompagnez dans le travail de terrain, en fait, de collecte d'informations, etc. On l'a suivi tout au long de la Ouais. démarche. Ouais, c'est vraiment très très riche. C'est quand même un privilège, je trouve, et une super expérience pour les étudiants de pouvoir présenter un travail de master dans un cadre un peu officiel et de voir qu'effectivement ça a fait bouger les lignes, ça a fait bouger vous-même vos représentations de la jeunesse. Oui, ça, oui, c'est quand même un effet miroir assez intéressant. Et qu'on a produit, voilà, qu'on continue, que ça a eu un impact, vous, sur l'appréhension de votre quartier. J'ai connu le dispositif de la Boutique des Sciences, je vais peut-être commencer par là, en septembre 2000, lors de mon année 2013-2014 à l'Université Lyon 2. Donc j'étais inscrite en Master 2 Recherche, Représentation et Transmission sociale, un master dont la responsable est Valérie Yass, professeure en psychologie sociale. Elle avait organisé une réunion qui devait nous permettre de nous présenter les stages que nous pouvions faire au cours de notre cursus. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Christine Durive-Brucker, qui fait partie, si je ne me trompe pas, du comité scientifique de la Boutique des Sciences, qui est venue nous présenter la Boutique des Sciences et les stages proposés. Alors, venant du monde médico-social, puisque j'ai repris mes études, je souhaitais trouver un stage en lien avec des thématiques de santé. Christine Durive-Brucker nous a présenté donc le stage en lien avec le CISRA, le collectif interassociatif de la santé en Rhône-Alpes, qui souhaitait questionner la thématique de la ville et de l'hôpital. J'ai postulé et comme un entretien d'embauche, il a fallu que j'écrive une lettre de motivation, que je propose autour de cette question ville-hôpital un projet qui pourrait intéresser le CISRA et également la Boutique des Sciences. Ensuite, mon dossier a été retenu. J'ai passé un entretien d'embauche avec Robin et David, où on m'a posé des questions et j'ai exposé ce que j'avais envie de faire. Voilà. Donc voilà comment ça a commencé. Ensuite, les premières craintes que j'ai eues, ça a été la rencontre avec l'association, puisque jusqu'à cette étape-là, je n'avais rencontré personne de l'association. Donc j'ai rencontré les représentants du CISRA. Et si je ne me trompe pas, puisque c'était en 2013-2014, Robin, qui était la personne qui me suivait au cours de ces 6 mois de stage, était présent avec moi. Voilà. Donc il faisait office d'intermédiaire et aussi peut-être de traducteur, puisqu'il fallait qu'on trouve aussi se parler avec le même langage. Voilà, il fallait... moi j'avais mon langage d'étudiante en Master 2 en psychologie sociale, et en face de moi j'avais les associations et leurs besoins. Mais vraiment sur des enjeux de médiation, là, de la rencontre de monde, l'accompagnement, la traduction. C'est ça. Trouver un langage commun, c'est vraiment des enjeux de médiation. Voilà, et ça a été finalement au cours des 6 mois, des 3 premiers mois,
un processus d'ajustement en fait mutuel et d'apprivoisement aussi, parce qu'il fallait que et l'association et moi-même puissions arriver à prendre une juste posture et à essayer de trouver des consensus aussi. Le premier, ça a été de renégocier la demande, puisque la question ville-hôpital, c'était beaucoup trop large. Il a fallu que je fasse une revue de la littérature, que je puisse proposer une question qui focalisait plus sur les besoins réels de l'association, qui était finalement de questionner cette relation entre les soignants d'un côté et les patients et leurs familles. Et ça s'inscrivait justement dans les lois de santé qui étaient discutées à cette époque-là, justement. Et la question finale a été ? La question finale a été de la notion de démocratie sanitaire au sein d'un dispositif de soins qui s'appelle l'hospitalisation à domicile. Ce que je voulais juste rajouter pour finir, c'est qu'il y a cette notion d'interdisciplinarité que vous avez soulevée tout à l'heure, qui est très importante. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de m'engager dans cette expérience-là. C'est que le chercheur tel que je l'imaginais, ce n'est pas un chercheur qui est coincé dans sa discipline, uniquement dans sa seule discipline, mais qui va aussi dialoguer avec les autres disciplines et avec les autres acteurs de la société. Et la thèse dans laquelle d'ailleurs je suis inscrite est en interdisciplinarité, puisqu'elle se questionne avec la médecine, les acteurs de la médecine, et de la psychologie sociale. Donc c'est un élan qui... L'interdisciplinarité, elle est à tous les étages ici, avec le comité scientifique qui est pluridisciplinaire, avec parfois des étudiants qui sont d'une discipline, qui peuvent être encadrés par un chercheur d'une autre discipline. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, ce binôme-là. Donc merci Sarah de compléter ceci, parce qu'il y a beaucoup de discours sur l'interdisciplinarité dans nos grandes réflexions stratégiques, académiques. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est réel, c'est vraiment mis en œuvre. Merci Sarah. Louis Bonnem, à vous. Alors, cette expérience boutique des sciences, son origine ? Son origine, en fait, je suis des cours à l'École nationale des services vétérinaires sur le campus de Vétagro à Marcy-l'Étoile. Et en fait, j'ai connu les offres de la boutique des sciences par le biais, je pense, d'un membre peut-être du conseil scientifique, M. Bourdoiseau. Donc moi, mon intérêt pour le stage de la boutique des sciences, il a été triple. D'une part, au niveau de la structure en elle-même de la boutique des sciences, c'est-à-dire faire le lien entre sciences et société. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant au niveau de la démarche et assez novateur. Le deuxième point qui m'a intéressé, c'est le fait que ce soit une entreprise nouvelle, parce que du coup il y avait eu le premier projet pilote, mais du coup on était vraiment la première vague de 10 stagiaires à participer vraiment à la boutique des sciences, donc je trouvais ça bien de participer à un projet comme ça. Et enfin pour le sujet en lui-même, du coup, qui était une problématique de santé et d'environnement, donc sur les pollens. Comment s'est passé mon stage? Très bien. Par rapport en fait peut-être aux autres stagiaires, la structure dans laquelle j'ai été accueilli, on parlait des différences qu'il pouvait y avoir entre les associations. En fait, l'association pour laquelle j'ai effectué mon stage, donc le Réseau national de surveillance aérobiologique, en fait c'est une structure associative, mais ça ressemble plus en fait à une entreprise, étant donné qu'il y a 7 personnes qui travaillent à temps plein sur le site, et que du coup moi c'est pareil, j'étais tous les jours au RNSA, je travaillais, donc c'était plutôt un projet, limite dans une entreprise plus qu'une association, et du coup j'étais tous les jours présent avec eux, ce qui a permis aussi d'ouvrir le stage, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple thématique qui avait été proposée au départ, j'ai aussi participé au travail de routine de cette structure, à savoir l'analyse de pollen. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant aussi au niveau de ce stage-là, c'est que on a été très vite, je pense, tous les stagiaires en autonomie sur nos sujets. Et on pouvait également être force de proposition, ce qui fait que le stage de départ, qui en fait s'apparentait à une simple, entre guillemets, analyse de corrélation de données entre des données symptomatiques et des données métrologiques, en fait ça a ouvert vers d'autres projets, comme la transition en fait de l'association après le départ de son directeur, donc la survie en fait de cette association, qui a été un dossier donc, qui m'a été confié en partie,
et éventuellement également une autre étude sur l'impact de la végétation en ville avec le recensement des différentes espèces et leur potentiel allergène, donc qui pourrait être un document ensuite à diffuser aux différents services d'espaces verts des grandes villes de France pour qu'il y ait cette réflexion de santé aussi au moment de planter les différents espaces verts. Et qu'est-ce que vous en diriez qu'est-ce que ça vous a... Quel effet ça a produit chez vous, ce type d'expérience, avec du recul? Déjà, c'était le premier stage, en fait, où on était vraiment en autonomie et où, en fait, j'ai pu travailler sur plusieurs projets en même temps. Parce qu'il faut jongler d'un projet à l'autre, réfléchir à la temporalité pour arriver aux objectifs à chaque fois dans les 3 études différentes qui étaient menées. Et c'est quelque chose qu'on est amené à faire ensuite dans la vie professionnelle, qui est de s'organiser, de jongler d'un sujet à l'autre en permanence. Et je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, sur l'interdisciplinarité. Donc, le directeur du RNSA était pharmacien de formation. Donc déjà, j'ai eu des échanges très enrichissants avec lui à ce niveau-là. Et avec également mon encadrant scientifique qui était géographe. En fait, sur une des problématiques de l'étude qui était demandée, c'était toute une problématique au niveau de l'information géographique. Et c'est vrai que j'avais eu des cours en école d'agronomie sur les systèmes d'information géographique qui étaient donnés par des ingénieurs. Et le fait d'avoir le point de vue des géographes, ça a apporté une nouvelle vision en fait, de l'utilisation de ces outils-là. Et c'était très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans nos métiers plus tard, parce que par exemple, dans tout ce qui est dans le domaine du sanitaire, on a des problématiques actuellement de gouvernance qui est de faire participer au maximum l'ensemble des acteurs aux différentes questions. Je fais partie des cobayes des 2 premières années. On a eu la chance du coup d'avoir un petit peu de temps devant nous, hein, puisqu'on a commencé à se mettre dans la problématique avant d'accueillir un stagiaire, par exemple. Alors la question des jardins ouvriers de Villeurbanne, portée par son président, elle avait 2 aspects. C'était clairement l'envasement de la Petite Rise et de la Rise, qui est un petit fleuve lyonnais, hein, à l'abri du canal de Jonage, et du risque de pollution donc des jardins en cas de débordement notamment. Et avec une seconde problématique qui était la réduction des produits phytosanitaires dans l'entretien des légumes. Hein. Et du coup, on a été 3 partenaires, 4 avec Sciences et Sociétés, hein, à agir sur ce projet-là. Donc, moi, en tant qu'ingénieur-chercheur IRSTEA, moi, je suis agronome de formation. Et je travaille beaucoup dans le domaine agricole, sur le domaine des territoires. Donc là, j'étais sur un bassin versant périurbain. Donc la demande m'est redescendue par mon directeur, mais j'ai dit oui très rapidement parce que je trouvais le sujet intéressant. Donc il y a la FRAPNA qui est également intervenue en termes de biodiversité. Et a révélé, malgré la petitesse du territoire des jardins, a révélé quand même un rôle de corridor écologique. Voilà, on trouvait des libellules de la Dombe sur le bord de la Rise, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et puis donc l'équipe de psychologie sociale du GREPS qui a également interviewé les jardiniers pour évaluer, je ne sais pas si le mot il ne doit pas être très bon, mais pour au moins prendre en compte la vision qu'avaient les jardiniers de leurs pratiques, leur rapport au jardin, etc. Et puis le fait que c'est aussi un jardin ouvrier et pas un jardin partagé. Enfin bon, voilà, il y a différentes notions derrière ces petites parcelles de jardin. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai encadré un Master 2 sur la partie donc hydrologie, contamination, en sachant que c'est donc une toute petite rivière qui n'a pas de source quasiment, hein, qui est l'origine de l'eau, elle est phréatique, donc c'est la nappe qui remonte. On a les écoulements du canal de Jonage aussi qui participe à l'alimentation de la rivière. Donc c'est une petite rivière qui n'a pas de débit,
Donc, d'où la sédimentation importante et malheureusement, elle a aussi des déversements de la zone industrielle de la Rise et des choses sans doute plus anciennes que ça qui font que les boues de la Rise sont quand même très fortement pollués en hydrocarbures, en plomb, en zinc, etc. Donc l'inquiétude des jardiniers est fondée. Hein. Une des difficultés, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a sur l'ensemble des territoires, hein. C'est des aspects de gouvernance, hein, puisque c'est une petite rivière qui est complètement sous le contrôle de l'homme, hein, qui a été rattrapée par l'urbanisation. Donc, j'ai dit qu'elle n'avait pas de source, mais elle n'a pas non plus d'exutoire. Elle est obligée de passer par un siphon ou par des vannes pour rejoindre le canal de Jonage. Donc, on se retrouve avec des acteurs nombreux et variés, et des grands acteurs. Hein, donc, le Grand Lyon à l'époque, le conseil départemental, l'EDF. Et puis les villes, forcément, les 3 villes qui sont regroupées au niveau du syndicat de la Rise. Donc un jeu d'acteurs qui est compliqué, mais qui en même temps, je pense, a évolué un petit peu en termes de réflexion. On a eu la chance de pouvoir faire une restitution à l'extérieur avec les jardiniers. Donc c'était les Journées du patrimoine en septembre 2013. Donc ça, en plus, il faisait beau, donc c'était super intéressant. Alors vous, qui d'un point de vue référent scientifique, l'encadrement d'un tel projet, en quoi il est différent des autres projets scientifiques auxquels vous avez affaire? Vous avez l'habitude de travailler sur le terrain, pour le coup. Oui. Alors, moi j'ai un statut un petit peu particulier parce que dans mon activité de recherche, je suis déjà en termes de médiation sur les territoires ruraux avec des acteurs divers et variés. Donc au départ, forcément, j'avais un petit peu d'appréhension, entre guillemets, sur ce secteur périurbain où les choses sont très compliquées. On a des eaux pluviales, on a des eaux résiduaires, on a beaucoup de mal à comprendre l'hydrologie d'un tel secteur. Hein. Bon, par contre, après, le contact avec les jardiniers était très, très intéressant. Hein. C'est vraiment, forte personnalité, en plus. Oui. Bon, voilà. Et puis, alors, c'est assez marrant parce que je pense qu'au niveau sociologie, on retrouve à l'intérieur de ces jardins des choses qu'on retrouve dans une société normale, enfin une autre société. C'est-à-dire, moi, ce que je vois dans le monde rural, c'est typiquement ce que j'ai vu dans les jardins, quoi. C'est les mêmes modes de rapport entre les gens. C'est des choses très visuelles, donc qui c'est qui a plus beau jardin, etc. Enfin, voilà, des choses qui... D'où l'impact aussi de l'emploi ou non des phytosanitaires, des choses comme ça qui peuvent interagir avec cette notion de beauté, de faire propre. Rapport à la nature. Non, mais c'est vraiment un sujet intéressant. Alors qui un petit peu déstabilisant quand même, dans la mesure où il a fallu que je sorte de mon domaine d'activité et où j'ai encadré un étudiant en écologie, alors que voilà. Donc lui, il m'a apporté des choses en termes d'indices biologiques, en termes par rapport aux méthodologies qu'il avait dans ses tiroirs. Et puis moi, je pense que j'ai été aussi également complémentaire avec lui, hein, en termes de diagnostiqueur de territoire. On voit assez vite les choses qui clochent dans un territoire en termes de circuit d'eau. Ce que j'ai bien aussi apprécié, c'est forcément le travail avec la FRAPNA, avec le GREPS, où on aborde les choses un peu différemment. On se retrouvait en réunion. Donc c'est des choses qui rejoignent les notions de pluridisciplinarité, là, qui sont toujours très intéressantes. Hein. Et puis moi, dans mon activité professionnelle, je m'occupe de pollution des eaux par les produits phytosanitaires. Hein, donc je suis à l'interface entre les parcelles agricoles et le monde aquatique. Et forcément, on a aussi des questions de biodiversité, de multifonctionnalité des différents éléments du paysage. Et dans ce schéma-là, enfin dans cette étude-là, on était déjà en plein dans ces problématiques-là. La boutique des sciences de Lyon, je l'ai connue dans le cadre de ma participation à un master 2 pro qui s'appelle le SADL, qui est dirigé par Béatrice Morine. Donc SADL, ça veut dire sociologie appliquée au développement local. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il
il y a eu des propositions qui ont été faites de la boutique de sciences dans le cadre du SADL, et que j'ai été mis en contact avec plusieurs propositions et plusieurs étudiants de la formation. Alors en 2013-2014, j'ai d'abord encadré 2 mémoires, un de Cilia Poussin qui s'appelle « La protection de la nature et de l'environnement, des vécus militants à la mémoire collective ». Donc c'était avec la FRAPNA. Un autre, toujours en 2013-2014, de Claire Mandon, qui s'appelait « Étude d'un projet multidisciplinaire sur la pollution des jardins collectifs », donc expérience, coopération et représentation de la pollution. Et puis en 2014-2015, donc cette promo qui vient de se terminer, un mémoire de Dimitri Ferrière qui s'appelle « Fab Lab et insertion », mobiliser le concept au-delà des idées reçues, l'exemple du projet Jacques Artronic à Vaux-en-Velin. Donc voilà en gros les 3 étudiants que j'ai pu suivre sur 2 années. Donc ça, voilà, c'est très intéressant. Il se trouve que la boutique des sciences a beaucoup aidé, alors sur un plan peut-être qui n'a pas été dit, qui est celui du souci de la qualité d'encadrement de l'environnement, on va dire, des étudiants. C'est-à-dire que j'ai senti de la part de la boutique de sciences de Robin notamment la volonté de vraiment de s'assurer que les étudiants sont bien installés dans leur stage avec l'environnement donc informatique, etc., le web, etc., etc. Donc ça c'est une dimension qui a beaucoup aidé, c'est-à-dire qui est importante, voilà. Ouais. C'est vraiment un souci que j'ai senti et qui nous a beaucoup aidé. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans le cadre du SADL, la boutique de sciences rencontre la pédagogie même du SADL sur au moins 2 plans. D'une part, la question de la maturation de la problématique, donc ça a été exposé, il y a un écart entre la demande initiale et puis la demande reformulée par la boutique de sciences. Nous, dans le cadre du SADL, on est aussi beaucoup à travailler ce qu'on appelle en sciences sociales une problématique, c'est-à-dire quelque chose qui n'apparaît pas d'emblée auquel on trouverait des réponses, mais quelque chose qui se construit au fur et à mesure du stage et au fur et à mesure du mémoire, pour arriver à la fin où on sait sur quelle problématique on travaille, mais ça arrive en cours de route, on va dire. Donc cet aspect maturation. Et deuxième point qui était important pour le SADL, qui rencontre totalement les boutiques de sciences, c'est le rapport étroit avec la société civile ou les structures qui sont de l'ordre du développement local, puisque le SADL est consacré au développement local. Donc ça, c'est 2 aspects, moi, qui me semblent importants, qui ont vraiment été un moment de rencontre très très forte entre la boutique de sciences et le SADL, enfin, ce que j'ai pu voir en tant qu'intervenant au SADL. Moi, je suis chercheur au CNRS, j'ai oublié de le dire, donc je ne suis pas enseignant. Alors, du coup, ça se traduit pour les 3 étudiants que j'ai encadrés sur un mémoire de Master 2 qui est un peu aussi spécial, puisque c'est un mémoire qui vaut à la fois comme mémoire universitaire et qui vaut à la fois comme mémoire de stage. C'est-à-dire que le pari de la sociologie appliquée au développement local, c'est de faire les 2 à la fois et d'avoir un mémoire qui soit du coup à cheval sur une retraduction de la demande de la société civile, ou en tout cas des associations qui faisaient la demande à travers la boutique de sciences, et puis un caractère un peu plus universitaire d'une analyse universitaire. Alors ça conduit à quelque chose qu'on a déjà vu tout à l'heure dans les interventions, c'est un positionnement réflexif de l'étudiant. Donc c'est vrai que ça lui demande beaucoup d'autonomie pour arriver pour nous à faire la traduction entre des interrogations sociologiques, on va dire, qui sont liées à la discipline, et puis des préoccupations qui émanent de l'association qui génère la demande. Donc on est un peu sur cette dimension à cheval, qui est assez inconfortable pour l'étudiant, mais qui est un vrai travail du coup sur justement un peu maïotique, on va dire, qui correspondait bien à moi ce que j'ai compris de la boutique de sciences aussi de Lyon. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quelque chose qui nous met au travail, enfin moi qui me met au travail, et je pense d'autres personnes dans le cadre du SADL, c'est le souci de ne pas s'arrêter aux mémoires de fin d'études, mais ce que vous faites sur le rendu que vous pouvez avoir auprès des associations, c'est quelque chose qui nous interpelle, en sachant que très bien que en fait un mémoire peut être mal lu, pas lu de manière à ce qu'on espérait être une lecture de la part des associations ça vaut pour la boutique de sciences, mais ça vaut pour tous les mémoires qu'on fait soutenir. Et donc l'idée de faire une synthèse
à destination de l'association ou de la structure de développement local, c'est un truc important qu'on a appris en fait de vous. Voilà. Moi, il y a une dimension plus générale, hein, c'est-à-dire que la boutique de sciences, ça a été précisé, il y a des expériences historiques antérieures, hollandaises, etc. Moi, il se trouve que j'ai travaillé sur les sciences participatives, hein, c'est un peu un des de recherche, donc je vois bien l'intégration que ça pourrait avoir. Et il y a une vraie réflexion générale à ouvrir, peut-être même plus politique, en se liant par exemple au système des prix de piquerie sur les doctorats par exemple qui sont mis en place par l'Île-de-France. Enfin, il y a des tas d'initiatives comme ça qui explorent les sciences participatives qui sont en train de faire un boom là actuellement. Il y a des tas d'initiatives qui vont dans le même sens, qui vont dans cette articulation entre sciences et société qui me semble importante. Effectivement, il y a toute une palette, hein. Tout à l'heure, Sarah parlait de ça, de recherche appliquée, mais nous, on se positionne en tant que... Alors, il y a plusieurs vocabulaires, c'est toute une discussion qu'on a régulièrement. Recherche-action, au Québec, ils évoquaient la recherche partenariale. Après, on parle, nous, de recherche collaborative ou de recherche participative. Mais effectivement, on sent qu'il y a un mouvement de fond, hein, voilà, alors, l'épicerie, c'est porté par la collectivité de l'Île-de-France. Hein, en Bretagne, c'est aussi le conseil régional qui porte ce genre d'initiative, donc qui est encore une autre impulsion. Oui. Hein, mais c'est effectivement, il y a toute une palette autour de ça très très riche. Et nous, il y avait l'idée aussi que ces demandes sociales pouvaient peut-être éventuellement intégrer des formations à un niveau en dessous de master, juste en tant que sujet d'étude pour un prof, comme le fait Florence Piron à l'Université de Laval. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une dimension qui... Alors on a parlé de l'insertion des encadrements de sujets de recherche dans la carrière de l'enseignant-chercheur ou du chercheur. Il y a des dimensions, je pense que c'est en discutant avec Florence Piron, je crois, aussi de la sanction de la formation qui n'est pas forcément rétribuée dans le cadre québécois, mais qui correspond à un travail d'étude normal, quoi. C'est-à-dire que voilà, dans les crédits de l'étudiant, il y a cette question de voilà, il peut avoir un crédit sur tel domaine. C'est rentré dans le cursus normal, quoi.